Bonsoir, bienvenue sur France 3 Normandie, mais également sur les antennes de France Bleu Cotentin et France Bleu Normandie pour cette deuxième grande soirée débat consacrée aux élections législatives. Dans 4 jours, vous serez appelés à renouveler 577 postes de députés, dont 28 pour la seule région normande. Pour cette émission, je serai accompagné par Carole Louis. Bonsoir Carole. Bonsoir Franck, bonsoir journaliste de la rédaction de France Bleu Normandie, avec 3 nouvelles circonscriptions sous les projecteurs aujourd'hui. Effectivement, on va parler de Caen-Ouest et puis également dans la Manche de la circonscription de Coutances-Valognes et dans l'Orne, celle d'Alençon-Domfront. Mais d'abord, nous allons nous intéresser à cette circonscription qui est sous les projecteurs depuis quelques jours, celle de Caen-Ouest. Elle va voir s'affronter le maire de Caen, Joël Bruno, et celle qui est devenue, il y a quelques jours, quelques semaines, députée européenne sous l'étiquette LFI. Quels sont les enjeux sur cette première circonscription du Calvados? On voit ça avec Pierre Maripeau. La première circonscription du Calvados est un territoire urbain. Certes, elle court jusqu'aux portes du Bessin, mais la plupart des 113 000 habitants vivent dans l'agglomération de Caen, dans le centre-ville, dans les beaux quartiers, où le niveau de vie est le plus élevé. Les cadres et les professions intellectuelles prédominent. Mais cette circonscription comprend aussi des quartiers populaires, les cités de la Guérinière, où le revenu par habitant est parmi les plus faibles, le chemin vert, la folie couvre-chef. Ce sont les secteurs les plus peuplés, mais leur poids est souvent atténué du fait d'une faible participation aux élections. Enfin, cette circonscription englobe des quartiers résidentiels, les villes de la banlieue ouest et des communes périurbaines. Ce fut longtemps une terre de droite, puis au tournant des années 2000, l'électorat a commencé à pencher à gauche. En 2017, la vague Macron a porté Fabrice le Vigoureux, mais 5 ans plus tard, le député a conservé son siège pour quelques voix seulement. Cette année, il ne se représente pas, mais son adversaire, l'insoumise Emma Fourreau, repart au combat. Cette année, elle sera opposée au maire de Caen, Joël Bruno, qui entend peser de tout son poids politique pour empêcher la gauche de mettre la main sur ce siège. Voilà, et au total, ce sont 5 candidats qui se présentent pour ce premier tour. On va découvrir les 3 autres candidats qui ne sont pas sur ce plateau. Ludivine Daoudi pour le Rassemblement national. Nous l'avions contactée, mais elle a refusé de participer à ce débat, et on le regrette. Pierre Kassevitz pour Lutte ouvrière et Mathéo Leloup pour Reconquête. Alors Emma Fourreau, vous êtes candidate du nouveau Front populaire dans cette circonscription. Sur vos affiches de campagne, vous n'hésitez pas à revendiquer, contrairement d'ailleurs à d'autres, même au sein de LFI, la figure de Jean-Luc Mélenchon, controversé. Certains même lui ont demandé de se taire à l'intérieur de ce nouveau Front populaire. Vous n'avez pas peur que cela vous desserve? Alors déjà, ce ne sont pas sur les affiches, mais sur les circulaires qui sont faites au niveau national. Et on sait très bien que Jean-Luc Mélenchon a un poids très fort à gauche. Il a quand même fait 22% aux élections présidentielles dernières. Et on sait que dans les quartiers populaires notamment, quand on parle de Nouveau Front Populaire ou de France Insoumise, eh bien, ça n'évoque pas grand-chose, alors que Jean-Luc Mélenchon est une figure connue et appréciée dans les classes populaires. Donc ça permet aussi d'identifier le bulletin avec la tête de Jean-Luc Mélenchon. Alors, identifier le bulletin, mais identifier votre parcours également. On va essayer d'y voir un peu plus clair, parce que vous avez été élu le 9 juin dernier députée européenne sur la liste LFI. Aujourd'hui, 3 semaines après, moins de 3 semaines après, vous faites campagne pour devenir la députée de cette circonscription Caen-Ouest. Expliquez-nous, vous allez démissionner d'un poste que vous n'avez pas occupé? Alors évidemment, aucun cumul des mandats n'est possible. Donc si on gagne sur cette circonscription, je laisserai évidemment mon siège au Parlement européen au suivant sur la liste de la France Insoumise. Et pourquoi ce choix? C'est un choix collectif qui est le fait que le 9 juin dernier... à l'issue des élections européennes, c'est quand même un séisme politique qui a secoué le pays avec justement l'effondrement du bloc macronisme et sa mort programmée, et avec l'affrontement de 2 blocs antagonistes. D'un côté, on a le Rassemblement national qui porte un projet justement à la fois raciste, xénophobe, mais aussi... je continuerai peut-être après, mais en fait, là, c'est vraiment la situation qui est... On peut basculer aussi bien dans le pire que dans le meilleur, et il faut envoyer les meilleurs candidats sur chaque circonscription. Vous avez... on va laisser un peu de temps de réponse à votre adversaire du soir. Joël Bruno, vous êtes maire de Caen depuis 10 ans. Vous avez annoncé que vous vous lanciez dans cette campagne des législatives après avoir hésité. C'était pas un plan de carrière. Pourquoi y aller?
Alors j'ai effectivement beaucoup hésité parce que très clairement mon programme normal, si je puis dire, c'était effectivement d'assumer le mandat jusqu'en 2026 et passer la main, comme je l'ai toujours dit, puisque j'avais toujours dit que je ne me referais pas de troisième mandat, enfin que je ne me présenterais pas pour un troisième mandat, parce que je ne suis pas dans la course, entre guillemets, au mandat. Simplement, j'ai pensé que vu l'importance de la situation, il était de mon devoir de m'engager et que je ne pouvais pas rester spectateur, je ne pouvais pas me résoudre à ce qu'une ville comme Caen, par exemple, qui accueillait les députés girondins pendant la Révolution française, qui était menacée par la terreur de Robespierre, et aujourd'hui, demain, éventuellement, un candidat appartenant à l'extrémité de l'échiquier politique pour la représenter. En 2012, Joël Bruno, vous aviez déjà fait une tentative aux législatives, que vous aviez échoué. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous avez le sentiment que vous avez davantage de légitimité sur le territoire ? En tout cas, je suis un peu plus connu qu'en 2012, ça c'est certain. Ce que je peux dire aussi, sans toute modestie, c'est que j'ai en quelque sorte prouvé un certain nombre de capacités à faire au travers de ces 10 années de maire et président de la communauté urbaine. Avec ce qui d'ailleurs me permet aujourd'hui de me présenter en homme libre sans être attaché à telle ou telle étiquette politique, même si effectivement, bien sûr que mes convictions ont toujours été les mêmes et c'est celle-là que je défends au cours de cette campagne. Alors vous avez déjà présenté votre successeur en le désignant, Aristide Olivier pour la mairie de Caen, Nicolas Joyot pour Caen-la-Mer. Tout est prêt. Je ne désigne pas. Je propose à mes collègues qui soient élus de la majorité municipale ou de la communauté urbaine des personnalités dont je pense qu'elles ont à la fois les compétences et aussi le dévouement pour exercer ces missions. Alors de toute façon, pour le moment, je suis candidat, mais je suis loin d'être élu. Par ailleurs, je resterai de toute façon et membre du conseil municipal et membre du conseil communautaire. On va entendre vos propositions pour ces habitants de cette circonscription Caen-Ouest. Et parmi les thèmes développés dans cette campagne, c'est pas très original. On le voit dans tous les secteurs. Dans les 577 autres circonscriptions, il y a celui du pouvoir d'achat. On l'entend, les prix grimpent plus vite que les salaires. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle solution? Écoutez les propositions de Pierre Kassevitz. C'est un des candidats que vous affronterez au premier tour. Il porte les couleurs de Lutte ouvrière. Il faut partager l'emploi entre tous sans perdre de salaire, mais ces mesures-là, il faut imposer que ce soit le patronat qui les paye. Quand on voit toutes les promesses qui fleurissent là, à droite et à gauche, et même à l'extrême droite, il n'y en a aucun qui ne dit sérieusement qu'il faut prendre sur les profits des grands groupes et permettre aux travailleurs de les contrôler, ces grands groupes, d'être ceux qui disent que les prix augmentent, que les salaires doivent suivre et que c'est les patrons, monsieur Tavares là, à 100 000 euros par jour et surtout ses actionnaires à 50 millions d'euros par jour, c'est sur cet argent-là qui vient de l'exploitation des travailleurs qu'il faut payer pour l'intérêt des couches populaires. Alors faire payer les patrons, c'est l'un des credos de Lutte ouvrière qui demande également que la TVA soit payée par les profits du capital sous toutes ses formes. Emma Fourreau, vous proposez d'augmenter les impôts pour les 10% les plus riches. Ça peut aussi, cela, rendre, selon vous, leur pouvoir d'achat aux plus modestes ? En effet, là, on a un gros problème de répartition de la richesse dans ce pays, alors qu'on sait bien que ce sont les travailleuses et les travailleurs qui produisent aujourd'hui toutes les richesses. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est effectivement d'avoir un impôt beaucoup plus progressif. Et avec nous, 92% des Françaises et des Français paieront moins d'impôts qu'actuellement. Mais vous proposez aussi de payer un SMIC à 1 600 €, une augmentation de 10% du salaire des fonctionnaires. Toutes ces hausses ou baisses, selon où on se trouve, vous les financez comment ? Alors en rétablissant notamment l'ISF et en le renforçant, c'est par exemple 15 milliards d'euros par an supplémentaires, en taxant les super profits, en établissant une égalité femmes-hommes réelle. Donc on a plein de mesures pour financer le programme et on a mis un programme justement en ligne pour le nouveau Front populaire qui est financé, qui a le soutien de plus de 300 économistes. Joël Bruno, quel genre de député serez-vous à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous un député responsable. Vous défendrez en fait les textes qui pourraient être proposés si jamais la majorité restait telle qu'elle? Si on me fait confiance, je défendrai à l'Assemblée nationale les choses qui sont réalisables. Alors qu'est-ce qui est réaliste ou réalisable? Voilà, j'entends beaucoup parler du peuple. Moi, j'en viens du peuple et quand on respecte le peuple, on ne lui ment pas, on ne lui raconte pas des sornettes. On est déjà le pays... Donc le peuple est condamné à la misère? Non, il n'est pas condamné à la misère. Le sujet, c'est que si on veut
durablement augmenter le pouvoir d'achat, ça passe effectivement par la capacité collective du pays à créer davantage de richesses et qu'effectivement, il faut veiller à ce que cette richesse soit équitablement répartie. Il faut simplement dire aujourd'hui que ce que j'entends comme proposition de toutes parts, c'est alors que nous sommes déjà le pays le plus imposé, où les impôts sont déjà payés par une faible partie de la population. Alors évidemment, les 10%, c'est les classes moyennes qui supportent les 10% les plus riches déjà, qui payent 70% de l'impôt sur le revenu par exemple, eh bien on propose d'en remettre une couche et encore augmenter et la dépense publique alors qu'on a le record du monde et le niveau d'imposition. Si ça marchait aussi bien que de prélever pour redistribuer, eh bien on n'aurait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui. Oui, mais là concrètement, si on veut concrètement à court terme, moi j'ai une proposition très simple. Il y a un taux de pauvreté qui n'a jamais été aussi. Alors la proposition très simple. J'ai une proposition très simple. Si on veut effectivement augmenter le pouvoir d'achat des gens qui travaillent, c'est de faire des économies pour réaliser un certain nombre d'économies pour augmenter le salaire net. Le problème, c'est que dans quel budget, le prélèvement sur du quel travail, poste il n'y a pas de recette miracle. Il y a une multitude d'endroits, mais j'espère qu'on y viendra, où en s'organisant différemment, comme on l'a fait par exemple au niveau de la ville, on peut réaliser des économies pour avoir les moyens de faire des choses utiles. Alors nous sommes dans une circonscription plutôt de centre-ville, avec... pas tout à fait quand même. Il y a 25 communes. Il y a 4 cantons en fait qui sont urbains. Donc avec des taux de salaire qui sont plutôt élevés, plus élevés qu'ailleurs. Ça veut dire que les logements sont chers et qu'habiter sur Caen, eh bien c'est une gageure pour notamment des jeunes qui n'arrivent pas à s'installer. Alors il y a les systèmes de colocation qu'on voit bien avec les étudiants, mais pour accéder à la propriété ou même se payer un loyer sur Caen, c'est des fois extrêmement difficile. Qu'est-ce que vous proposez, Mafuro ? Effectivement, en plus, le Caen est une ville très étudiante et on a beaucoup d'étudiantes qui nous disent à chaque rentrée avoir de grosses difficultés à trouver des logements. C'est pour ça que nous, on propose une allocation d'autonomie, mais également le gel des loyers, parce que là, on n'a aucun plafonnement des loyers. Et l'allocation d'autonomie, elle permet justement à des jeunes de pouvoir subvenir à leurs besoins en termes de logement, d'alimentation, tout en poursuivant leurs études, parce qu'on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui cumulent emploi et études, et c'est un facteur d'échec et d'inégalité sociale. Ça veut dire qu'il faut relancer les constructions de logements sociaux ? Bien sûr. Mais alors, il y a aussi des logements vacants, donc c'est aussi rénover le bâti existant, mais aussi construire de nouveaux logements, notamment des logements universitaires. Il y a 20 000 dossiers en attente pour le logement social à Caen. Ça peut se réguler rapidement ? S'il y a de la volonté politique, oui, mais si on ne fait rien, forcément, le problème s'aggrave. Est-ce que vous serez, on posait la question à Joël Bruno, la députée demain, si vous êtes élu, qui suivra les recommandations, la ligne du parti politique de LFI en l'occurrence, ou est-ce que vous serez une députée au plus près des citoyens, au plus près des quartiers, au plus près de leurs préoccupations ? Moi, je n'ai pas honte de mon étiquette parce que je n'ai pas honte du bilan qui est celui de mon parti politique. Moi, je comprends qu'on se cache à la fois de l'étiquette des Républicains et de la Macronie quand on voit leur bilan économique là au bout de 7 ans de mandat d'Emmanuel Macron. Mais comment vous allez exercer votre mandat demain ? Comme tous les députés de terrain de la France Insoumise, donc à la fois faire du travail sérieux à l'Assemblée nationale, mais évidemment passer la moitié de sa semaine en circonscription, parce que c'est avec le retour des habitants, des habitantes, qu'on peut savoir justement quelles sont les attentes sociales, quelles sont les propositions que les gens ont apportées à l'Assemblée nationale, parce que le mandat, c'est pas on vote pour toi et pendant 5 ans tu fais ce que tu veux. On est redevable envers ceux qui nous élisent. Sur ce point, nous sommes complètement d'accord. Je voudrais simplement dire que sur le sujet du logement, Caen étant une ville attractive, et pas seulement pour les étudiants, effectivement, il y a de réelles tensions, d'autant plus qu'en ce moment, alors qu'on a construit beaucoup de logements à Caen, y compris du logement social. Par exemple, sur la pointe Presqu'île, on a 30% de logements sociaux dans ce nouveau quartier. Pour autant, effectivement, il y a des demandes importantes. C'est aussi parce que nous sommes un territoire qui crée de l'emploi. Et donc, tout ça participe à effectivement une certaine demande. Et la mesure que vous proposez, qui est le plafonnement des loyers, partout où ça a été fait, chaque fois que ça a été fait dans l'histoire, et d'ailleurs j'ai tendance à dire que, par exemple, on n'aurait sans doute pas eu l'abbé Pierre si on n'avait pas eu le plafonnement des loyers avec la loi de 48, vous empêchez les investissements de se porter, les investisseurs de se porter vers l'investissement locatif, et vous restreignez l'offre. En restreignant l'offre, on aura de plus en plus de problèmes de logement. Et la régularisation des Airbnb ? Mais les Airbnb, en revanche, doivent être effectivement régularisés. D'ailleurs, c'est ce à quoi nous nous employons. Alors, autre thème phare de cette campagne, c'est celui de la santé. On parle beaucoup de désertification médicale. C'est moins le cas dans une circonscription comme la vôtre. Mais comment se faire soigner, justement, en secteur urbain ? C'est peut-être moins compliqué de trouver un médecin, mais il y a quelques problèmes, notamment quand on arrive de l'extérieur, qu'on arrive sur Caen, qu'on n'a pas encore ce
médecin généraliste qui va vous suivre, et encore moins un spécialiste. C'est encore plus dur pour trouver un dentiste, un ophtalmo. Écoutez ces réactions de retraités qui viennent de s'installer dans l'agglomération caennaise. Nous, on est venu prendre notre retraite à Caen. Je ne pensais pas que ça serait compliqué de trouver tel ou tel personnel de santé. Je pense que l'hôpital public a aussi besoin qu'on réinjecte de l'argent, plus d'accès, plus de soins, moins de déserts médicaux. Enfin, ça a quand même beaucoup de choses à faire. Emma Fourreau, justement, essayer de réguler un petit peu l'installation des médecins, les obliger à venir s'installer dans les zones difficiles, c'est ce que vous prenez aujourd'hui ? C'est en tout cas encourager des maisons de santé avec des spécialistes et des médecins salariés parce que la santé est un droit pour toutes et tous. C'est pas normal qu'il y ait une fracture du territoire entre des pôles urbains et justement des zones plus rurales. Par exemple, je pense dans l'Orne, dans l'Eure, c'est près de la moitié des habitants qui se déplacent jusqu'à Caen ou qui ont en tout cas des difficultés à trouver un médecin généraliste. On a des femmes qui doivent aller à Caen pour trouver un gynécologue. Donc on a effectivement un gros problème d'inégalité d'accès aux soins aujourd'hui. Mais comment vous les obligez, les médecins ? Ils vont pas forcément venir parce que vous leur demandez gentiment ? Ça passe aussi par une politique beaucoup plus globale d'attractivité de tous les territoires. Aujourd'hui, quand on voit à quel point les services publics désertent les zones rurales, on comprend que même un médecin n'ait pas envie de s'y installer en se disant mais il n'y a rien. Donc c'est une politique globale de transport en commun, de réimplantation des services publics qui est à mener aujourd'hui. Alors dans 3 ans ouvrira, on va continuer à parler santé, le nouveau CHU de Caen, coût de l'opération 600 millions d'euros, 1400 lits, un outil qui était très attendu par les quelques 7000 professionnels de santé qui travaillent sur le site. Est-ce que vous dites justement en termes d'aménagement et d'équilibre entre la ville et la campagne, entre la ville de Caen et la périphérie, est-ce que vous dites justement aux gens qui doivent se faire soigner et qui souhaitent le faire au plus près de chez eux, vous leur dites qu'il vaut mieux avoir de beaux plateaux techniques, des équipes de spécialistes qui sont capables de répondre à vos pathologies plutôt que d'avoir plusieurs petites unités comme ça, hôpitaux vieillissants? En fait, il ne faut pas opposer les deux. C'est une grande chance pour la ville, pour tout le territoire. Mais est-ce qu'on peut garder les deux? C'est ça. Mais oui, parce que en fait, d'ailleurs, c'est la modernisation du CHU permet justement de garder les deux et de renforcer les hôpitaux dits périphériques. Parce que justement, dans ces hôpitaux, pour assurer des consultations sur place, pour assurer un certain nombre de prestations médicales sur place, on a besoin non seulement de former des médecins, c'est le rôle du CHU, et on aura, comme c'est le cas aujourd'hui, un certain nombre d'équipes. Ça existe déjà, d'équipes qui sont à la fois sur le CHU et sur Falaise, sur Cricbeuf, sur Vire, par exemple. Ça n'est pas une chance uniquement pour les gens de Caen, c'est une chance pour la région. Bien sûr que non, c'est une chance pour toute la région. C'est l'hôpital de recours et c'est un hôpital qui va soutenir les hôpitaux tout autour. Emma Fourreau, quand on entend la souffrance des personnels de santé, ça revient sans arrêt. On a, après le Covid, énormément d'infirmières, d'aides-soignantes, même de médecins qui ont jeté l'éponge. Qu'est-ce que vous dites? C'est quoi demain l'avenir de l'hôpital public? C'est la souffrance du personnel soignant. C'était d'ailleurs avant le Covid, mais on a commencé à les écouter quand on s'est rendu compte à quel point ils étaient essentiels à notre pays. Et qu'est-ce qu'on fait? Justement, à la fois, on augmente leur salaire, on revalorise leur métier, mais aussi on recrute massivement, justement, dans le personnel de santé, parce que là, ils sont débordés, ils n'ont pas les moyens institutionnels de faire correctement parfois leur travail. On a des témoignages de personnes qui nous disent « mais je suis dans une situation de maltraitance institutionnelle envers mes patients parce qu'on n'a pas le temps de faire correctement notre travail ». Alors, vous avez raison, il faut pouvoir, mais pour recruter, il faut avoir suffisamment de candidats. Donc il faut former, bien sûr. Alors ça, c'est des choses sur lesquelles on progresse. Je voudrais quand même rappeler que le Ségur, c'est 12 milliards d'euros qui ont été mis quand même dans le système de santé. C'était nécessaire. Pour autant, on n'est pas au bout de nos difficultés parce que aussi, je pense, sur ce sujet de la santé comme sur d'autres, on a pris une espèce de dérive un peu étatiste et bureaucratique qui fait que l'essentiel, on ne consacre pas l'intégralité des moyens ou la grande majorité des moyens à ce qui est évidemment prioritaire, c'est-à-dire le soin. Mais il faut recruter. Comment on fait? Parce que c'est pas facile. Et déjà, il y a des professeurs au CHU, par exemple, qui s'en vont. Il y a des postes aujourd'hui au CHU qui sont effectivement vacants, non pas forcément par des départs, mais des départs naturels, par départs en retraite, par exemple. Et on a besoin, effectivement, pour ça, de former. On sait qu'on ne forme pas un médecin, a fortiori un spécialiste, en 3 ans. Et la suppression du numerus clausus va permettre, effectivement, progressivement d'améliorer les choses. Alors, les questions liées également à la sécurité font partie du débat. On le voit un peu partout en France et également en Normandie. Comment répondre à cette délinquance qui progresse? À titre d'exemple, on a enregistré une hausse de 40% des cambriolages l'an dernier dans le département du Calvados. Ce n'était pas le cas il y a encore 5 ans, on n'avait pas ces chiffres-là. Quelle réponse apporter? Écoutez la réaction de cet habitant. Gros sentiment d'insécurité. Il
qui est là et je ne saurais pas dire pourquoi, mais des fois, j'ai peur de laisser ma petite amie, même ma sœur, aller sortir le soir toute seule et ça c'est pas normal. Eh bien, peut-être augmenter l'effectif de police et notre image des policiers, arrêter d'avoir peur d'eux et peut-être, tout simplement. Alors, on a vu le jeune homme qui dit « je n'ose pas laisser sortir ma petite amie et ma sœur le soir ». On constate en chiffres près de 17% de hausse des atteintes aux personnes dans le Calvados l'an dernier, plus 11% pour les atteintes aux biens. Vous entendez ces inquiétudes-là, cette inquiétude prononcée par le jeune garçon ? Bien sûr, mais déjà, quand on parle d'insécurité, il faut rappeler que les premières victimes, ce sont les habitantes et les habitants des quartiers populaires. Et nous, ce qu'on propose, c'est de rétablir ce qui fonctionnait, à savoir la police de proximité qui a été supprimée par Sarkozy. Donc rétablir une police, mais qui est en lien de confiance avec les habitants qui sont insérés dans le quartier, avec les associations, avec les éducateurs spécialisés. On voit que le tout répressif ne fonctionne pas. Quand on pense, par exemple, aux opérations de communication, aux opérations Place Net, où c'est juste des cow-boys qui descendent pendant 2 semaines, mais en fait, ça ne change pas le problème, parce que en ce qui concerne les problématiques liées à la drogue, ce sont les petites mains qu'on arrête et donc ça se renouvelle. Donc il faut viser les têtes de réseau. Et ça, c'est la police judiciaire, c'est mettre beaucoup plus de moyens dans les douaniers pour pas que par exemple, les armes, la drogue passent nos frontières. Pour couper les réseaux et arrêter ces trafics de drogue, est-ce que on va installer une police de proximité? Est-ce que ça va suffire pour ramener le calme dans les quartiers? C'est pour ça que je parle de police judiciaire, de police d'investigation, parce que c'est en amont. Il faut aller à la racine du problème et pas essayer de le traiter dans les quartiers, alors que ce sont que des petites mains, encore une fois, qui sont en bas des quartiers et qui dealent justement. Donc ça ne change rien. Ça nécessite donc des policiers mieux formés, plus spécialistes. Et proches des habitants aussi, quand on parle de police de proximité, parce qu'il faut rétablir le lien de conscience entre police-population qui est aujourd'hui très fortement dégradé. Pour que les gens comprennent, ceux qui nous écoutent, est-ce que vous faites de la sécurité un des 3 thèmes si demain vous êtes élu à l'Assemblée nationale? Il y a énormément de thèmes à aborder, mais on ne se défile pas face au thème de la sécurité. On a aussi des propositions, comme on a des propositions dans la bifurcation écologique, dans la justice sociale, etc. Jean Bruno. La première chose en matière de sécurité, pour ramener une autorité qui est absolument indispensable, parce qu'il n'y a pas de liberté individuelle si on ne se sent pas en sécurité. Alors même si effectivement on est dans un territoire qui est sans doute moins touché que d'autres, on a effectivement une montée de faits de violence qui est évidemment inquiétante. La première des choses à faire, c'est soutenir les forces de l'ordre. On ne peut pas ramener l'autorité dans ce pays tant qu'on aura un certain nombre de responsables politiques qui considéreront que le policier est plus dangereux que le délinquant et que la police tue. Le policier est soumis aux lois de la République comme tout le monde. Mais bien sûr, on est complètement d'accord. Et donc les éborgnés, les mains arrachées, c'est quoi ? Donc la généralisation sur des faits qui sont d'ailleurs souvent pas avérés n'est pas un bon début. La deuxième chose, c'est que la police de proximité, en fait, dans une ville comme Caen, elle existe en partie grâce à la police municipale. Et donc, ce que nous faisons en renforçant la police municipale est absolument indispensable et utile. Et je regrette que, chère madame, votre suppléant putatif, Aurélien Guidi, vote systématiquement, par exemple, contre le renforcement de cette police municipale quand il est au conseil municipal ou contre la mise en place de notre système de vidéoprotection. Voilà. Donc, il y a un moment, on ne peut pas dire tout et son contraire. Un mot pour finir. Vous avez à vous adresser aux électeurs qui feront leur choix dimanche pour ce premier tour des législatives. Qu'est-ce que vous leur dites en quelques mots, en quelques secondes, Emma Fourreau? Le 30 juin prochain et le 7 juillet prochain, c'est 2 gros blocs antagonistes qui s'affrontent. D'un côté, on a le Rassemblement national qui est violemment antisocial parce que c'est le même programme qu'Emmanuel Macron, mais enrobé de racisme. Et d'ailleurs, ils ont tellement pas de programme qu'aujourd'hui, on peut déplorer l'absence de la candidate du Rassemblement national qui ne veut pas se présenter face aux électeurs et électrices. Et de l'autre côté, on a le bloc du nouveau Front populaire qui veut changer immédiatement et concrètement la vie des gens. Ça passe par le blocage des prix, par l'augmentation du SMIC, par le renforcement des services publics aujourd'hui délabrés. Donc on peut changer les choses. On peut avoir un gouvernement du nouveau Front populaire dans quelques semaines. Un dossier concret la bifurcation écologique, et ça passe par justement la rénovation thermique des bâtiments, qui est une mesure à la fois de justice sociale et environnementale, parce que ça fait baisser les factures et évidemment on consomme moins d'électricité. Ça, c'est le premier dossier que vous prendrez à bras-le-corps pour vous, et oui, parce dans que cette circonscription, si vous êtes élu au soir du 7 juillet. Concrètement. Oui, parce que c'est un dossier qui est frappé aujourd'hui par Bruno Le Maire. Alors, pas Bruno Le Maire de Caen, mais on verra s'ils vont voter les mêmes lois, mais qui retire 1 milliard d'euros justement dans MaPrimeRénov'.
Justement, la prime rénov'. Et vous, alors, Joël Bruno le mot de la fin. Je suis un candidat qui est un homme libre qui votera en fonction de sa conscience, en fonction de ses convictions et sur la base de son parcours de vie et de son expérience de maire. Et je pense, en cette période, effectivement, d'une France si fracturée, avec des blocs qui s'opposent, et je vous entendais tout à l'heure, j'avais l'impression d'entendre quelqu'un dire qu'il y a d'un côté les bons, le Front populaire, et les autres, c'est les méchants. Non, la France, c'est pas ça. Et en guise de conclusion, on n'a jamais eu tant besoin de gens qui, je le dis en toute humilité, comme moi, ont été les mains dans le cambouis pendant des années pour porter une voix un peu apaisée à l'Assemblée nationale qui soit de nature à rassembler les Français. Parce qu'on a besoin de ça, une France rassemblée et apaisée. Eh bien, on suivra ça dimanche soir, au moment de la publication de ces résultats du premier tour. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat sur Caen Ouest. On voit les noms des autres candidats qui seront face à vous. Ludivine Daoudi pour le Rassemblement national, qui, je le rappelle, a refusé de débattre avec vous. Pierre Kassevitz pour Lutte ouvrière et Matteo Leloup pour Reconquête.